Une ancienne infirmière brise l'omerta sur le fonctionnement des hôpitaux en France. C'est le grand angle de ce dimanche 21 mars. On parle souvent de ces soignants qu'on dit à bout de souffle après un an de pandémie. Pourtant, on les entend peu. Nora Sarah, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une ancienne infirmière jusqu'à récemment encore, jusqu'en septembre. Aujourd'hui, vous êtes journaliste et vous avez décidé de prendre la plume pour montrer l'envers du décor dans un livre, Hôpital, si les gens savaient, paru cette semaine chez Robert Laffont. Première question que j'ai envie de vous poser, pour ceux qui ne l'ont encore pas lu, si les gens savaient, que se passerait-il ? Alors, si les gens savaient, ils seraient de front, ils seraient dans les rues avec les soignants lorsqu'ils manifestent et ils seraient solidaires avec leur douleur. Parce que la douleur des soignants, c'est aussi la leur. Et quand on lit ce livre, on le comprend. Ça a été votre douleur aussi. Vous avez fait un burn-out en septembre, vous avez décidé d'arrêter. Exactement. C'est ce qui a déclenché l'écriture du livre ? En fait, ce qui a déclenché l'écriture du livre, c'est avant. C'était les manifestations en 2019. Je me souviens de ces manifestations où les infirmières ont été gazées. Et puis plusieurs jours suivants, dans les médias, on n'a parlé que de ces incidents. On n'a pas parlé du message de ces infirmières. Et ça fait des années, en fait, qu'elles crient haut et fort leur désarroi et personne ne les a entendues. Et là, je me suis dit, je vais aller sur le terrain, je vais traverser la France, je vais aller interroger ces infirmières, ces aides-soignantes, et puis je vais faire mon enquête. Une centaine de personnes, de témoignages. De témoignages. Vous évoquez les drames passés sous silence. On parle de choses assez graves, quand même. Bien sûr, ces drames passés sous silence, ils sont aussi rappelés par des médecins. Il y a un professeur récemment qui a écrit un livre en disant cette phrase sur la transparence dans les blocs opératoires, par exemple. Il dit « Les blocs opératoires sont une boîte noire. Il s'y passe des drames, toujours passés sous silence et cachés. » C'est ça aujourd'hui la réalité. On va revenir sur cette idée que tout ça est caché et que c'est une omerta, mais pour être assez concret, là, on parle de cas de dépression, on parle de fausses couches, de tentatives de suicide, de troubles alimentaires. Est-ce que vous-même, quand vous étiez encore infirmière, vous alliez travailler la boule au ventre ? Bien sûr, bien sûr. Et puis je le raconte, mon passage en psychiatrie, lorsqu'on avait une quarantaine de patients et qu'on était un infirmier, un aide-soignant le soir, la nuit, face à des pathologies aussi diverses que les Smarties, comme j'en parle dans le livre, que ce soit des patients qui sont considérés comme inaptes parce qu'ils ont fait des tentatives de meurtre, par exemple, en allant de la fille qui est anorexique, et tout ça dans le même service. On avait à gérer une quarantaine de patients. Une seule infirmière pour 40 Une seule infirmière patients. Et un aide-soignant. Et je raconte ô combien on a évité des drames. Et c'était le facteur chance à ce moment-là. Mais le facteur chance, en fait, il n'est pas tout le temps au rendez-vous. Et c'est ça que je veux transmettre aux gens. Alors, il y a vos témoignages, on en a un aussi qu'on va vous faire écouter. Nous l'appellerons Magali. En 20 ans de carrière dans le public, dans le privé, à domicile, elle a été confrontée au même dysfonctionnement que vous évoquiez, cadence infernale, bas salaire, manque de moyens, mise en danger des soignants et des patients, perte de sens. La crise sanitaire et un burn-out, comme vous, l'ont amenée à changer de métier. Oumi Diallo a recueilli son témoignage. Comment vous avez vu changer ce métier? Comment vous le décrirez aujourd'hui? Descente aux enfers. Les conditions de travail, les conditions de formation aussi. On n'entend parler que de budget, de rendement. Bah, toi aussi, en fait, tu regardes que des lits et des numéros. En fait. Tu fais pas attention. Ouais, c'est pas monsieur un tel ou madame un tel, c'est oui, numéro de chambre. Il n'y a plus de vie. On est des exécutantes. Voilà, c'est tout. Ces 20 dernières années, ça s'est dégradé, donc du coup, moi, j'ai plus la force de continuer. J'en ai oublié pourquoi je l'ai fait, en fait. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Honnêtement, du dégoût. Voilà, on vient de passer d'années difficiles, pas de vacances, voilà. Pas de masque, pas de Charlotte, pas de blouse. Après, au fur et à mesure, première vague, deuxième vague, on en avait, mais au compte-gouttes. On vous comptabilise, on vous compte les masques. Les gants, ça coûte trop cher. Ça, c'est ce qu'on vous dit? C'est ce qu'on nous dit, ouais. Ça coûte trop cher. La pression, elle vient de qui? C'est de la hiérarchie? Ça peut être de la hiérarchie, ça peut être des familles, ça peut être du patient, ça peut être de n'importe qui, en fait. Agression physique ou verbale, des pleurs. On essaie de les comprendre aussi. Voilà, ils passent par des périodes difficiles eux aussi, donc voilà. Est-ce que vous avez eu l'impression de mettre des gens en danger? Oui, si vous allez chez un patient, parce qu'on a eu des patients Covid aussi, s'il n'y a pas le matériel et que vous allez derrière chez une autre personne, même si on vous dit de le faire en fin de tournée, par exemple, mais selon la configuration de votre tournée, il vous faut faire des zigzags. Pourquoi vous avez décidé de parler aujourd'hui, de témoigner? Parce que je veux qu'on libère la parole. Il y a plein de soignants qui sont dans la souffrance.
J'ai peur que ça s'éteigne, en fait, qu'il n'y ait plus de soignants, en fait, sur le terrain. Vous avez beaucoup autour de vous de collègues qui abandonnent? Toutes, elles tiennent plus ou moins le même discours. C'est alimentaire. Pourquoi les infirmières qui restent continuent? C'est vraiment alimentaire? Elles gardent toujours espoir. C'est l'espoir qui fait tenir. Et c'est les patients, surtout. C'est qu'on se dit, on va tenir, mais jusqu'à quand? Alors quand notre santé on prend un coup, comme c'est mon cas, on arrête. Vous avez eu le Covid qui n'a pas été reconnu par votre hiérarchie. Voilà, comme des centaines d'infirmières, exactement. Les directions ont nié les contaminations. Et donc, notre santé en a pris un coup. Et c'est notre limite, en fait, parce qu'on devient un danger pour nous, pour les patients et pour nous aussi. Donc, à ce moment-là, on dit qu'on arrête, mais on arrête à contre-cœur, en fait. On arrête pas par choix. Normalement, une carrière d'infirmière, c'est une dizaine d'années, 15 pour vous, je crois. Ouais. Là, on voit que des infirmiers, des infirmières ont envie de changer de métier, mais est-ce qu'on risque de manquer d'infirmières? Mais c'est ce que dit le Conseil international des infirmières. Aujourd'hui, dans le monde, il manque 6 millions d'infirmières. Si aujourd'hui, on ne fait pas quelque chose pour cet exode d'infirmières, ces infirmières qui arrêtent, qui préparent leur reconversion, parce que beaucoup aussi préparent leur reconversion pour l'après-Covid, eh bien, on va se retrouver en 2030 avec 10 millions d'infirmières dans le monde. Ça va être dramatique, en fait. 10 millions d'infirmières en moins dans le monde. Sachant que dans le monde entier, il y a 27 millions d'infirmières. Et comment on résout cette crise des vocations? Quelles sont les solutions? Les écouter. Changer, par exemple, les gouvernances. Vous savez, dans les hôpitaux, il faut que ce soit des soignants qui prennent la tête des hôpitaux parce qu'eux connaissent le soin. Des patients, non pas des personnes qui sont totalement déconnectées du soin. Il faut leur donner les moyens matériels. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'en 2021, on compte des gants dans une maison de retraite. C'est des témoignages que j'ai tous les jours. Les gants sont comptés, qu'on n'ait pas de surblouse, que des infirmières de bloc opératoire aujourd'hui demandent encore des FFP2, des masques FFP2. Et si on ne prend pas en compte directement cette urgence, parce qu'il y a urgence vraiment, eh bien on va se retrouver l'année prochaine avec pas assez d'infirmières. Et petit à petit, il y en aura de moins en moins. Et on va vivre une nouvelle crise, en fait. En France, il y a eu le Ségur récemment, 183 € d'augmentation. Est-ce qu'on a avancé depuis un an? Puisque ce qu'on voit bien aussi à la lecture de votre livre, c'est que la pandémie, en fait, a révélé un problème qui existait déjà. Alors, est-ce que depuis un an, les choses changent? Alors, la pandémie a été un révélateur. Donc, ce gouvernement en place a fait face à une situation dramatique, 30 ans de restrictions budgétaires. Ils ont fait avec rien, comme je dis, et aujourd'hui, il n'y a toujours rien après le Ségur. Lorsque j'interroge les soignants sur le terrain, qu'est-ce qu'ils me disent? Il y a deux mots qui reviennent tout le temps, et j'en ai interrogé plus d'une centaine. Ils me disent que ce Ségur, c'est une mascarade et une imposture. 183 €, ça ne règle pas la situation, sachant qu'avec 183 €, on est toujours les 10e moins bien payés dans l'OCDE. Et puis, il y a tout ce qui va autour. Le manque de matériel, le ratio effectif-patient, c'est pas normal qu'une infirmière, elle prenne en charge 100 patients. C'est pas normal qu'aux urgences, il n'y ait pas assez d'infirmières et qu'on doive essayer les patients attendent des heures et des heures. Forcément, ils sont énervés au bout d'un moment, mais c'est normal. Et tout ça, en fait, ça participe à la mauvaise prise en charge des patients. Et ce que me disent les infirmières, les aides-soignantes, parce qu'il n'y a pas que les infirmières, il y a les aides-soignantes, il y a les ASH, etc., c'est que les soins sont bâclés. Et ce n'est pas le but. Elles n'ont pas envie de bâcler les soins. Elles sont là pour prendre soin des patients, pour les rassurer, parce qu'il n'y a pas que le technique, il y a le psychologique. Et aujourd'hui, elles ne peuvent plus faire leur métier comme elles le souhaitent. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut entendre. On entend souvent les médecins dans les médias prendre la parole en public, peu les infirmiers. Pourquoi? Parce que, je le dis, il y a une omerta. Il y a une omerta. Aujourd'hui, les infirmières, elles ont peur et c'est pour ça qu'elles m'ont toutes demandé l'anonymat. C'était la condition sine qua non pour qu'elles témoignent dans le livre. C'est l'anonymat. Elles m'ont fait confiance et aujourd'hui, je reçois encore des centaines de témoignages sur les réseaux sociaux, etc. Et elles ont peur de parler. Parce qu'une lanceuse d'alerte à l'hôpital... Il y a une lanceuse d'alerte à l'hôpital, elle va être soit poussée vers la sortie, soit virée. Il faut le savoir. Et c'est la réalité. Et c'est la raison pour laquelle aussi, moi, j'ai caché que j'étais journaliste aussi à côté. Parce que j'avais peur aussi qu'on me vire. L'enquête, il faut bien le préciser, vous n'avez pas dit que vous étiez journaliste. Alors, au début, j'ai nié aux infirmières parce que j'avais peur, en fait, qu'elles le prennent mal. Mais par la suite, en fait, il fallait que je leur dise parce que la confiance était installée. Donc, je l'ai dit et c'est devenu des conversations entre collègues. Et je me suis rendu compte que ce que moi, j'avais vécu, elles l'avaient toutes vécu aussi à un moment. Et c'est pour ça que je dis souvent, si les infirmières parlaient, si les aides-soignantes parlaient, ça ferait les unes des journaux tous les jours. Il y a un an, on vous applaudissait aux fenêtres. Là, un an plus tard, est-ce que... Parce que là, on parle des autorités politiques, mais est-ce que vous avez une reconnaissance des citoyens? Bien sûr. Et elle était bien avant le Covid. Les gens comprennent et savent la situation dans laquelle sont les soignants. Mais je pense qu'ils n'avaient pas la mesure
de la gravité de l'état en fait dramatique de nos hôpitaux aujourd'hui, et hôpitaux, mais aussi cliniques, et puis tout ce qu'il y a, les soignants aussi à domicile, les soignantes, les infirmières libérales dans les déserts médicaux qui sont parfois la seule visite dans la journée d'un patient. Et tout ça, en fait, c'est tout ça qu'il faut comprendre. Sans elles, il n'y a pas de soins. Pour conclure, tout ça n'est quand même pas très très rassurant pour les patients ou futurs patients. Oui, mais l'objectif de ces témoignages et de cette enquête, c'est pas de faire peur aux gens. C'est juste de leur faire prendre conscience que la douleur de ces soignants, c'est aussi la leur. Et qu'il y a besoin de leur solidarité pour soutenir ces soignants dans leur combat. Et il y a besoin que les gens entendent que si les soignants n'ont pas les moyens de faire leurs soins et de prendre en charge les patients, ben c'est aussi leur prise en charge qui est bâclée. Donc c'est un tout. Il faut vraiment une solidarité, une union autour de ces soignants. Le livre s'appelle « Hôpital, si les gens savaient ». On sait un petit peu mieux après cette interview. Nora Sarra, merci beaucoup d'être venue nous voir dans 64 minutes. Merci à vous.